Pour Stacy Unuker, âgée de 32 ans, Mount Holly, en Caroline du Nord, c'était chez elle. Elle avait épousé son amour de lycée, Joshua, et ensemble, ils élevaient Piper et Willow. Tous ceux qui la connaissaient disaient la même chose. C'était une mère formidable, une personne heureuse. Mais derrière cette image de bonheur familial, quelque chose de sinistre se tramait. Et le 23 septembre 2018, la vie de Stacy allait lui être volée de la manière la plus calculée et glaçante qui soit. Stacy Rodinson était née dans le comté de Mecklembourg, fille de John et Susie Rodinson. Elle avait 2 frères, Eric et Paul, et une sœur, Amy. Après avoir obtenu son diplôme du lycée East-Gaston, elle a décroché un diplôme d'études collégiales en sciences du droit au Gaston College. Elle a travaillé comme assistante juridique dans 2 cabinets d'avocats, Ted Greff & Associates, puis Regan & Regan, avant de se tourner vers ce qu'elle aimait vraiment, l'enseignement. Elle a travaillé à l'école maternelle de la First Baptist Church de Charlotte, puis à celle de la First Methodist Church de Mount Holly, et plus tard à l'Association chrétienne des jeunes hommes de Stowe. Son amie Shelley Audet disait qu'elle était habile en travaux manuels, fabriquant de petites enseignes peintes sur bois qu'elle vendait. À l'été 2018, Shelley s'était arrêtée chez Stacy pour récupérer une enseigne de bienvenue qu'elle lui avait achetée $50. C'est en travaillant dans un grand magasin qu'elle avait rencontré Joshua Lee Unuker. Il avait 2 ans de plus qu'elle, et la première chose qu'il avait remarquée chez elle était sa taille. Stacy mesurait 1,80 m, Joshua 1,96 m. Il l'avait invitée à sortir plusieurs fois, et elle avait refusé. Mais Joshua était persévérant. Il avait découvert qu'elle jouait au softball et s'était présenté à son entraînement, rejoignant son équipe. Tous 2 étaient des joueurs talentueux avec un potentiel pour passer professionnel. Finalement, leur relation était devenue amoureuse. Ils se sont mariés en 2010 à Myrtle Beach, en Caroline du Sud. Le couple était ensemble depuis le lycée, et tout le monde les croyait heureux. Ils ont accueilli 2 filles, Piper Elizabeth et Willow Darlene. Joshua était devenu paramédicien aéroporté pour Med Center Air d'Atrium Health, un poste qu'il occupait depuis 2013. C'était un ancien joueur de football universitaire, sûr de lui et persuasif. Stacy était devenue mère au foyer à temps plein, se consacrant à ses filles. Pour les sorties, Stacy et Joshua allaient à des concerts et à des barbecues avec des amis. Shelley disait qu'ils formaient juste un couple mignon. Elle ne les avait jamais entendus se disputer. Stacy était membre à vie de l'église méthodiste unie de Mount Holly, où elle participait à de nombreux groupes et activités. Elle adorait les travaux manuels, aller à la plage, regarder des matchs de sport et prendre des photos de ses filles et d'elle-même. Mais des luttes couvaient sous la surface. En février 2013, après la naissance de leur première fille, Piper, Stacy a commencé à souffrir de problèmes médicaux inexpliqués. Les symptômes étaient vagues, mais profondément inquiétants. Sa santé semblait décliner sans explication claire, laissant les médecins perplexes. Puis, seulement 5 mois plus tard, en juillet 2013, le drame a frappé. Un incendie dévastateur a ravagé leur maison, détruisant la plupart de leurs biens. L'incendie les a laissés sous le choc, à la fois émotionnellement et financièrement. Tout ce pourquoi ils avaient travaillé avait disparu. Des amis se sont mobilisés pour aider la jeune famille à reconstruire. Une campagne GoFundMe a été lancée par Suzanne Steinbronner, une amie du couple, pour faire face au coût croissant. La page est devenue une chronique du déclin médical mystérieux de Stacy. Mais les problèmes de santé de Stacy n'ont fait qu'empirer. En novembre 2014, après la naissance de leur 2e fille, Willow, Stacy a été hospitalisée avec un rythme cardiaque et une tension artérielle dangereusement bas. Elle a été placée en soins intensifs pendant plusieurs jours. L'équipe médicale a enchaîné les tests, cherchant des réponses, mais n'a pas pu déterminer ce qui causait ces symptômes. C'était comme si son corps était attaqué par un ennemi invisible. Suzanne a mis à jour la page GoFundMe décrivant l'état de Stacy. Après de nombreux tests, a-t-elle écrit, les médecins étaient toujours perplexes quant à ce qui se passait. En janvier 2015, Stacy a été réhospitalisée avec un rythme cardiaque bas. Cette fois, la situation est devenue critique. Une fois installée dans sa chambre, elle a fait un arrêt cardiaque. Son cœur s'est tout simplement arrêté. Elle a été placée sous respirateur pour l'aider à respirer, luttant pour sa vie tandis que les médecins s'efforçaient de comprendre ce qui arrivait à cette jeune femme. Le mois suivant, février 2015, une décision qui a choqué tout le monde a été prise, Stacy s'est fait implanter un pacemaker. Une mesure extrême pour une femme qui n'avait pas encore 30 ans.
qu'une personne si jeune ait besoin d'un appareil pour réguler son rythme cardiaque suggérait que quelque chose de grave et fondamental ne tournait pas rond dans son système électrique cardiaque. Ce que personne ne savait à l'époque, c'est que ces problèmes médicaux n'étaient pas naturels du tout. Avec le recul, chaque symptôme que Stacy a éprouvé a ensuite été reconnu comme cohérent avec un empoisonnement à la tétrahydrozoline, une substance chimique qui, une fois ingérée, peut affecter gravement le cœur et le corps, parfois mortellement. Le schéma était là depuis le début. Des épisodes inexpliqués de rythme cardiaque et de tension artérielle bas. Des événements cardiaques soudains qui laissaient les professionnels de la santé perplexes. Une jeune femme sans antécédents familiaux de maladies cardiaques nécessitant soudain un pacemaker. Joshua, avec sa formation médicale approfondie de paramédicien aéroporté, savait exactement quels symptômes attendre. Il aurait su comment administrer le poison à des doses qui ne tueraient pas immédiatement mais provoqueraient des problèmes de santé chroniques et débilitants. Il aurait su que les tests médicaux standards ne le détecteraient pas. Il aurait su que les médecins blâmeraient son cœur, sans soupçonner un empoisonnement. Pour sa mère, Suzy, c'était une inquiétude lancinante permanente. Si elle faisait un rêve où quelque chose n'allait pas, elle appelait immédiatement sa fille pour s'assurer que tout allait bien. L'instinct d'une mère lui disant que quelque chose n'était pas normal, même si elle ne pouvait pas mettre le doigt dessus. Les urgences médicales avaient créé un autre problème dévastateur, une dette écrasante. La campagne GoFundMe avait aidé, mais la pression financière était immense. Séjour à l'hôpital, spécialiste, opération du pacemaker, soins continus. Les factures s'accumulaient. Et pendant tout ce temps, Joshua planifiait quelque chose de bien plus sinistre que quiconque aurait pu l'imaginer. Il empoisonnait lentement, méthodiquement, sa femme, créant des antécédents médicaux qui feraient paraître sa mort soudaine comme inévitable, banale, naturelle. Le soir du 23 septembre 2018, Joshua a appelé le 911. Il a dit aux policiers intervenants qu'il avait trouvé sa femme de 32 ans inconsciente. Elle était affaissée sur le côté du canapé, mais son récit sur ce qu'il faisait avant de la découvrir n'a cessé de changer, d'évoluer, selon la personne à qui il parlait. Sur place, il a dit à la police qu'il était sorti pour s'assurer que leur voiture était verrouillée. Il y avait eu une série de vols de véhicules dans le quartier récemment, expliqua-t-il. Il voulait s'assurer que leur véhicule était sécurisé. Une histoire plausible. Mais à un ami, il a dit quelque chose de totalement différent. Il lui a dit qu'il était parti marcher pour dépenser de l'énergie. À un autre ami, il a donné une autre version encore. Il a dit qu'il était sorti derrière la maison pour couper du bois pour les enseignes qu'il fabriquait. Une troisième histoire contredisant les deux premières. Et à sa belle-mère, Suzy, il lui a dit qu'il était assis à la table de la cuisine, travaillant sur son ordinateur portable, tournant le dos à Stacy. Quand il s'était retourné, il avait vu qu'elle était affaissée sur le côté du canapé. Une quatrième version des faits. 4 histoires différentes. 4 versions différentes. Si quelqu'un dit la vérité sur ce qu'il faisait quand il a découvert un proche mort, l'histoire ne change pas. La vérité est la vérité. Lorsque les secouristes sont arrivés, ils ont trouvé Stacy inconsciente. Elle était bleue. Elle ne respirait pas. Ils l'ont emmenée en urgence à l'hôpital, mais malgré leurs efforts, il était trop tard. Stacy Robinson-Huneker a été déclarée morte. La cause du décès semblait évidente à tous. Arrêt cardiaque. Elle avait des problèmes cardiaques bien documentés. Elle avait un pacemaker. Elle avait des antécédents d'événements cardiaques mystérieux. La police locale l'a traitée comme une mort naturelle. La fin tragique mais non suspecte d'une jeune femme dont le cœur avait simplement lâché. Mais le comportement de Joshua dans les heures et les jours qui suivirent a révélé quelque chose de profondément malsain. Il a refusé qu'un médecin légiste pratique une autopsie. Il était catégorique. Même si Stacy s'était enregistrée comme donneuse d'organes et qu'il était censé faciliter le don, refuser une autopsie était très inhabituel. Mais Joshua était insistant, inébranlable. En moins de 2 jours, le corps de Stacy a été incinéré. La rapidité était remarquable, presque indécente. La plupart des familles mettent des semaines à organiser une crémation, prenant le temps de faire leur deuil, de dire au revoir correctement, de prendre des dispositions réfléchies. Joshua l'a fait incinérer presque immédiatement, comme s'il ne pouvait pas attendre pour détruire les preuves de son acte. Et dans ces 2 mêmes jours, Joshua a déposé une demande pour sa police d'assurance vie de $250 000. En réalité,
2 polices, une de 200 000 $ avec une clause de double indemnisation qui pouvait rapporter 100 000 $ supplémentaires, et une autre de 50 000 $. Il était le seul bénéficiaire sur les deux. Les arrangements funéraires racontaient leur propre histoire troublante. Les funérailles de Stacy ont été organisées et payées par ses parents, pas par son mari. Joshua semblait détaché de tout le processus, comme s'il n'était qu'un observateur plutôt qu'un veuf éploré. Comme s'il accomplissait des formalités plutôt que de pleurer la perte de sa femme de 8 ans, la mère de ses 2 jeunes filles. Après la mort de Stacy, Joshua a engagé une babysitter nommée Calyn McDonald pour s'occuper de Piper et Willow. Ce qu'elle a été témoin dans les mois qui ont suivi était profondément troublant. Elle a ensuite raconté à Peter Van Sant de CBS 48 Hours exactement ce qu'elle avait observé, et son récit a brossé un tableau glaçant. Elle a dit n'avoir jamais vu Joshua triste. Pas une fois, jamais. Il ne pleurait pas. Il ne semblait pas déprimé. Il ne semblait pas du tout regretter sa femme. Au contraire, il était heureux. Très heureux. Il était heureux avec sa nouvelle petite amie, une collègue nommée Jennifer Elkin, que tout le monde appelait Jen. Ils étaient tout le temps collés l'un à l'autre. Calyn disait que tout tournait toujours autour de Jen. Ils parlaient constamment de leur avenir ensemble, d'emménager ensemble. Pas dans la maison que Joshua avait partagée avec Stacy, mais en achetant une maison neuve, pour repartir à zéro. Joshua parlait rarement de sa femme décédée. Il n'a jamais dit qu'il manquait Stacy. Il n'a jamais dit qu'il manquait la mère des filles. Il ne partageait pas de souvenirs d'elle avec ses filles. C'était comme si Stacy n'avait jamais existé, comme si elle avait été effacée de leur vie. Calyn ne comprenait pas. Quand son propre père était mort, elle n'avait cessé de parler de lui, incapable de s'empêcher de partager des souvenirs, de garder sa mémoire vivante. La nouvelle petite amie était visible dans la vie de Joshua et dans celle de ses 2 jeunes filles moins de 6 mois après la mort de Stacy. Elle avait emménagé dans la maison qu'il avait partagée avec sa femme, la maison où Stacy était morte, le lit où Stacy avait dormi. C'était comme si elle était simplement le remplaçant de Stacy, entrant dans un rôle qui s'était libéré. Les collègues de Joshua à Med Center et d'Atrium Health avaient remarqué le même schéma inquiétant. Ils ont dit aux enquêteurs que Joshua semblait complètement indifférent à la mort de sa femme. Ils ont exprimé une profonde inquiétude auprès de la police sur la rapidité avec laquelle il était passé à autre chose avec sa petite amie, sur sa visibilité, sur la rapidité avec laquelle elle était devenue partie intégrante de sa vie. La rapidité était indécente, inappropriée, choquante. Ils l'ont décrit comme imperturbable, comme si la mort de Stacy avait été une contrariété plutôt qu'une tragédie, comme s'il avait attendu que cela arrive. Et puis il y avait l'argent. Après avoir touché les 250 000 $ des polices d'assurance vie de Stacy, Joshua a commencé une frénésie d'achat qui a fait hausser les sourcils dans toute la communauté. Il a acheté un bateau, un modèle cher valant entre 80 000 et 100 000 $. Un juge exprimera plus tard son inquiétude à propos de cet achat, avertissant Joshua par l'intermédiaire de son avocat de ne pas essayer de le cacher, sinon il retournerait directement en prison. Il a entrepris plusieurs vacances coûteuses avec sa nouvelle petite amie. Des voyages que le couple n'aurait pas pu se payer du vivant de Stacy, quand il luttait contre les dettes médicales. Maintenant nanti de l'argent de l'assurance, il menait la belle vie, voyageant, dépensant sans compter. Il a remboursé le prêt hypothécaire de leur maison de 1516 pieds carrés à Mount Holly, évalué à 215 380 $. Le procès pour mort injustifiée intenté par les parents de Stacy détaillerait plus tard ses dépenses, dépeignant un homme ravi d'être libre, ravi d'avoir de l'argent, ravi de commencer une nouvelle vie avec sa maîtresse. Pour la mère de Stacy, Suzy, c'était des drapeaux rouges énormes, flagrants. Elle a appris que Joshua voyait cette femme même avant la mort de sa fille. L'aventure avait cours, menée en secret alors que Stacy était encore en vie, alors que Stacy luttait pour sa vie en soins intensifs. Et elle était au courant des demandes d'assurance vie déposées quelques jours seulement après la mort de Stacy, avant même que les funérailles n'aient eu lieu. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler dans l'esprit de Suzy, les réclamations d'assurance rapide, le refus de l'autopsie, la crémation immédiate, la nouvelle petite amie qui était là depuis le début, les années de problèmes de santé mystérieux de sa fille qu'aucun médecin ne pouvait expliquer. Le bateau, les vacances, l'absence totale de chagrin. Quelque chose n'allait vraiment pas. En mai 2019, 9 mois après la mort de sa fille, Suzy Rodinson a pris une décision qui allait tout changer. Elle a contacté le département des assurances de Caroline du Nord. Elle a déposé des allégations de fraude contre son beau-fils.
Elle soupçonnait qu'il avait tué Stacy pour l'argent de l'assurance, afin d'être libre de poursuivre sa relation avec sa maîtresse sans l'inconvénient d'un divorce. Elle n'avait aucune idée que ce simple geste, cette intuition maternelle, allait déclencher une enquête pour meurtre à part entière qui révélerait l'horrible vérité sur ce qui était arrivé à sa fille. Le commissaire aux assurances Mike Causey a déclaré que lorsque le signalement de Suzy Rodinson était arrivé, il avait été envoyé directement à leur division des enquêtes criminelles. Les premiers rapports du service de police local avaient classé la mort de Stacy comme naturelle, une crise cardiaque. Rien de suspect. Affaire classée. À archiver. Mais les enquêteurs en assurance n'étaient pas satisfaits. Ils allaient creuser plus profondément. Ils allaient tout remettre en question. Ils allaient suivre les preuves où qu'elles mènent. L'équipe constituée était redoutable, enquêteurs de la division des enquêtes criminelles du département des assurances de Caroline du Nord, police du comté de Gaston, département de la sécurité intérieure. L'agent spécial Lisa Morgan a été assignée à l'affaire. Et en commençant son enquête, elle a découvert quelque chose qui allait s'avérer absolument crucial. Parce que Stacy avait été donneuse d'organes, le centre de don LifeShare avait conservé un flacon de son sang avant sa crémation. C'était une procédure de routine pour les donneurs d'organes, une pratique standard pour faciliter le processus de don et assurer la compatibilité. Mais cela allait faire la différence entre la justice et un crime parfait. Le seul élément de preuve que Joshua n'avait pas anticipé, n'avait pas prévu, n'avait pas pu détruire. L'échantillon de sang a été envoyé à un laboratoire pour des tests toxicologiques complets. Les tests standards sont revenus négatifs pour les poisons et drogues courants. Rien d'inhabituel, rien de suspect. Mais les enquêteurs ne se sont pas arrêtés là. Ils ont demandé des tests plus spécialisés, un dépistage plus large, cherchant des substances qui ne sont normalement pas incluses dans un panel toxicologique de routine. Les résultats ont été absolument choquants. Mike Causey a déclaré qu'il y avait des traces de poison dans le sang de Stacy, spécifiquement de la tétrahydrozoline, une substance chimique courante utilisée dans les collyres pour réduire les rougeurs. Mais ce n'était pas un niveau thérapeutique, ce n'était pas une quantité qui pouvait s'expliquer par une utilisation normale. La concentration était 30 à 40 fois supérieure aux doses thérapeutiques. Ce n'étaient pas des niveaux qui pouvaient s'expliquer par l'utilisation de gouttes oculaires comme indiqué ou par l'ingestion accidentelle d'une petite quantité. C'étaient des niveaux qui ne pouvaient provenir que d'un empoisonnement délibéré, répété et systématique. La toxicologue légiste Demi Garvin a examiné les résultats avec une alarme croissante. Elle a déclaré que la présence de tétrahydrozoline à cette concentration justifiait absolument une enquête plus approfondie. Elle l'a décrit comme un Mikéfine des temps modernes, où une substance est introduite dans une boisson à l'insu de la personne. C'était un empoisonnement. C'était un meurtre. La tétrahydrozoline est un décongestionnant présent dans les collyres en vente libre comme Visine et les sprays nasaux. Utilisé comme indiqué, appliqué à l'extérieur sur les yeux ou le nez, il est relativement sûr. Mais une fois ingéré, il devient quelque chose de totalement différent, de mortel. Les symptômes de l'ingestion de tétrahydrozoline peuvent imiter une maladie naturelle et être dangereux sans être facile à détecter lors de tests de routine. Pour une personne avec les antécédents cardiaques documentés de Stacy, pour une personne avec un pacemaker, dont le cœur était déjà compromis, cela serait particulièrement mortel. Le poison attaquerait son point le plus faible, son système le plus vulnérable, faisant passer sa mort pour un simple autre événement cardiaque tragique. Et, de façon cruciale et dévastatrice, les tests toxicologiques standards ne le recherchent pas systématiquement. Cela ne fait pas partie du panel normal de substances que les médecins légistes recherchent en cas de suspicion d'empoisonnement. À moins de rechercher spécifiquement la tétrahydrozoline, à moins de savoir ce que l'on cherche, à moins d'avoir une raison de la suspecter, on ne la trouvera pas. Elle est invisible. Le procureur de l'État de Caroline du Nord, Jordan Green, expliquera plus tard au tribunal que ce médicament a un effet dramatique sur le cœur et provoquerait un arrêt ou une défaillance cardiaque. Ce n'était pas un accident. C'était un meurtre calculé, prémédité, de sang-froid. Joshua Unuker, en tant que paramédicien aéroporté depuis 2013, avec une formation médicale approfondie, aurait eu une connaissance intime et détaillée des médicaments et de leurs effets sur le corps humain. Les documents du tribunal ont spécifiquement noté que sa formation et son expérience lui donnaient certainement une compréhension approfondie de divers types de médicaments et de la façon dont ils pouvaient réagir dans le corps. De plus, son emploi lui donnait accès à des substances non contrôlées qui ne nécessitaient pas de journal de bord ou de contrôle d'inventaire. Il avait les moyens, les connaissances et l'opportunité. L'enquête s'est rapidement élargie.
Les détectives ont commencé à interroger les amis, la famille, les collègues de Joshua, toute personne pouvant avoir des informations. Et ce qu'ils ont appris a rendu l'affaire encore plus troublante, encore plus glaçante. Environ 2 semaines avant la mort de Stacy, quelque chose d'important s'était produit, à seulement 20 miles au sud de Mount Holly. Une infirmière nommée Lana Sue Clayton avait été arrêtée le 31 août 2018 pour avoir empoisonné son mari, Stephen Clayton, avec des gouttes pour les yeux. Clayton avait avoué avoir mis des gouttes pour les yeux dans l'eau de son mari pendant 3 jours jusqu'à ce qu'il meure. L'affaire avait reçu une large couverture médiatique dans la région de Charlotte. Tout le monde en parlait. Les documents du tribunal ont noté que les procureurs avaient relevé plusieurs similitudes entre cette affaire et celle de Joshua. Tous deux travaillaient dans le domaine médical. Tous deux étaient seuls à la maison avec leur conjoint au moment du décès. Les 2 décès avaient d'abord été classés comme morts naturelles. Les 2 avaient utilisé un empoisonnement à la tétrahydrozoline. Les documents du tribunal ont allégué que dans les jours suivant avoir pris connaissance de l'affaire de Caroline du Sud, Joshua avait discrètement placé des gouttes pour les yeux dans l'eau de Stacy et l'avait exposée à des quantités mortelles de tétrahydrozoline. Mais il y avait plus. Au cours de leur enquête, les détectives ont parlé aux anciens collègues de Joshua chez Med Center Erdatrium Health. Avant la mort de Stacy, Joshua avait dit à 2 collègues que s'il tuait quelqu'un, il le ferait en utilisant du Visine ou d'autres gouttes pour les yeux. Ce n'étaient pas des blagues ou des commentaires oiseux. C'étaient des menaces spécifiques d'un professionnel de la santé qui comprenait exactement comment cela fonctionnait. Il leur avait dit précisément comment il commettrait un meurtre s'il choisissait de le faire. Et puis, peu de temps après la couverture médiatique de l'affaire de Caroline du Sud, Stacy Robinson Unuker était morte. C'était un meurtre prémédité, calculé. Le 19 décembre 2019, Joshua Lee Unuker a été arrêté à son domicile de Mount Holly. Il a été inculpé de meurtre au premier degré. Joshua a également été inculpé de fraude à l'assurance et d'obtention de biens par de faux prétextes. Il avait reçu 250 000 $ de prestations tout en sachant, selon l'accusation, que sa femme était morte des suites d'un homicide par sa propre main. Sa caution a été fixée à 1,5 million de $. Le 24 décembre 2019, seulement 5 jours après son arrestation, il a payé cette caution et a été libéré. Une ordonnance d'interdiction temporaire avait été émise pour l'empêcher d'utiliser l'argent de l'assurance, mais il a trouvé les fonds d'une manière ou d'une autre. Cette libération allait s'avérer être une décision catastrophique et dévastatrice. Libéré sous caution, le comportement de Joshua est devenu de plus en plus inquiétant et dangereux. Le procureur de district Travis Page déclara plus tard que les actions dangereuses de l'accusé continueraient à s'intensifier. Il sera prouvé qu'il avait raison. Joshua a entamé une campagne systématique de harcèlement contre les parents de Stacy, John et Susie Robinson. Il les prenait régulièrement en photo et les filmait lors des événements sportifs de leur petite fille. Il envoyait des colis à leur domicile leur demandant d'abandonner l'affaire de meurtre. Il les suivait dans son véhicule et passait et repassait devant leur maison. Il leur faisait des gestes obscènes sur le parking de l'église qu'ils fréquentaient. L'intimidation était incessante, conçue pour les terrifier et les réduire au silence. Puis, le 4 février 2023, Joshua a simulé son propre kidnapping. Il a déposé une plainte auprès de la police, affirmant qu'il s'était arrêté pour changer un pneu crevé quand il avait été frappé plusieurs fois à la tête avec un pistolet. Ses mains ont été attachées avec des liens en plastique, a-t-il dit, et on lui a injecté une substance inconnue. Il a dit à la police que son agresseur était John Robinson, le père de Stacy. Il essayait de faire accuser son beau-père d'agression et de kidnapping. La police de Mount Holly a enquêté minutieusement. Ils n'ont trouvé aucune preuve étayant la moindre partie du récit de Joshua. Ils ont déterminé qu'il avait inventé tout l'incident pour rejeter la responsabilité de la mort de sa femme sur les Robinson. C'était désespéré et bizarre. La police l'a immédiatement vu. Mais Joshua n'avait pas fini. Quelques semaines seulement après le faux kidnapping de février 2023, Joshua a empoisonné sa propre fille de 11 ans, provoquant une grave alerte médicale et une hospitalisation. Les tests ont confirmé la présence de la même substance chimique dans son organisme, ainsi qu'un antidépresseur non approuvé pour les enfants, le même médicament trouvé dans le camion de Joshua. Pendant son traitement, Joshua a dit au médecin qu'il semblait qu'on lui avait donné du Visine. Le personnel médical a noté que ce n'était pas une conclusion raisonnable compte tenu de ses symptômes. Les procureurs pensent que Joshua a empoisonné sa fille pour faire accuser les Robinson et les éloigner de la vie de ses filles.
En juillet 2024, un juge a constaté que Joshua avait maltraité sa fille et négligé les 2 enfants. Il a été arrêté à nouveau en août 2024 pour intimidation de témoins. En novembre 2024, sa caution a été révoquée et il est maintenu en détention sans caution. C'était malveillant. C'était monstrueux. Cela montrait les extrêmes auxquels il était prêt à aller pour éviter d'être tenu responsable. Le 26 novembre 2019, quelques semaines seulement avant son arrestation pour meurtre, Joshua aurait mis le feu à du matériel médical à bord d'un hélicoptère d'Atrium Health lors d'un vol au-dessus de Charlotte. À 00h59, il a mis le feu à une pompe à seringue alors que l'hélicoptère était en vol. L'incendie a forcé un atterrissage d'urgence chez un concessionnaire automobile sur Independence Boulevard. Personne n'a été blessé. Joshua a été inculpé d'incendie criminel. Le timing était significatif. Cela s'est produit moins d'1 mois avant son arrestation pour meurtre. Les enquêteurs pensent que Joshua sentait que son arrestation était imminente et que l'incendie criminel était une autre tentative désespérée de créer le chaos. Atrium Health a publié une déclaration exprimant son choc, disant qu'il était impensable de comprendre ce qui avait pu le pousser à mettre des vies en danger de cette manière. Joshua avait également été placé en congé administratif pour inconduite présumée au travail avant son arrestation pour meurtre. Le lendemain de son arrestation en décembre 2019, il a été licencié de Med Center et d'Atrium Health, où il travaillait depuis 2013. Le procès de Joshua était initialement prévu pour mars 2025, mais les procureurs ont indiqué que les nouveaux développements pourraient le repousser à l'automne 2025. Après l'arrestation initiale de Joshua, la famille de Stacy a publié une déclaration puissante qui reflétait leur détermination et leur douleur. Ils ont dit « Nous ne nous reposerons pas tant que justice ne sera pas rendue. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour soutenir et prendre soin de vos belles-filles, Piper et Willow. » Kelly, qui connaissait Stacy depuis le lycée, a dit qu'elle ne méritait pas que cela lui arrive. C'était une mère formidable. C'était une personne heureuse. En avril 2020, Suzy Robinson a écrit « Oh, ma douce, drôle, adorable Stacy au sourire éclatant, tu rates tellement d'étapes importantes. Cela me rend tellement triste que tu ne sois pas là pour célébrer l'anniversaire de ta citrouille. J'ai fait un câlin supplémentaire à tes 2 filles aujourd'hui, spécialement pour toi. » L'affaire a mis en lumière le rôle crucial des enquêtes sur la fraude pour découvrir des homicides. Le commissaire aux assurances Mike Causey a réfléchi, qui aurait jamais deviné qu'une enquête sur la fraude à l'assurance pouvait mener à une enquête pour meurtre à part entière? Sans l'intuition maternelle de Suzy Robinson et l'échantillon de sang préservé grâce au don d'organes, Joshua aurait commis le crime parfait. Stacy Robinson Lineker était une mère, une enseignante et une membre d'église dévouée. Elle aimait les travaux manuels, aller à la plage, regarder des matchs de sport et prendre des photos de ses filles. Son sourire irradiait le bonheur et le réconfort pour tous ceux qui la connaissaient. En novembre 2024, Joshua est toujours détenu à la prison du comté de Gaston sans caution. Ses filles, maintenant âgées d'environ 12 et 14 ans, lui ont été retirées. John et Suzy Robinson continuent de se battre pour la garde de leur petite fille. Si la justice est toujours en attente, une chose est certaine, Stacy Robinson Lineker ne sera pas oubliée.